La guerre en Ukraine se joue aussi sur les réseaux sociaux. Des photomontages d'insignes nazis, des rumeurs d'une fausse guerre d'un coup monté, ou encore la vidéo d'un mystérieux pilote justicier, terreur des avions russes. Toutes ces théories comptabilisent des millions de vues sur les plateformes digitales. Et les deux camps font tout leur possible pour dominer ce nouveau champ de bataille. Mais la Russie a un coup d'avance. Elle met la désinformation au cœur de sa stratégie internationale. Rien qu'entre 2015 et 2017, aux États-Unis, de fausses pages administrées par la Russie comptabilisaient plus de 35 millions de likes. Et cette stratégie s'est montrée décisive dans l'élection de Donald Trump. Alors on a essayé de comprendre son fonctionnement, pour éviter de se faire piéger, mais aussi pour mieux appréhender la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux. Le mieux placé pour en parler, c'est lui. C'est David Chavalarias. Il est chercheur au CNRS en France, et c'est le spécialiste de la relation entre les données et les phénomènes sociaux. Bonjour David Chavalarias. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la désinformation est si centrale dans la stratégie russe ? La Russie, depuis l'effondrement de l'URSS, est une puissance assez grande certes, mais relativement périphérique dans l'ensemble de l'écosystème mondial. Elle a adopté une stratégie pour occuper une place dans le monde et notamment acquérir du pouvoir géopolitique qui passe par la désinformation. Et notamment, en particulier, depuis 2013, Vladimir Poutine a mis en place une structure qui s'appelle l'IRA, Agence de recherche Internet, et qui est une structure dédiée à des opérations d'influence en ligne sur différents terrains numériques et sur différents sujets. Et donc il y a plusieurs centaines de personnes à Saint-Pétersbourg qui travaillent quasiment 24 heures sur 24 et qui peuvent se déployer à chaque fois qu'il y a une crise dans un pays pour faire avancer les intérêts de la Russie. Et cette agence dont vous parlez, comment est-ce qu'elle s'y prend pour élaborer ce genre de disruption ? Il s'agit de créer des entités en ligne qui ont l'air normales, issues du pays d'origine, on va dire, et de temps en temps, donc elles vont changer de comportement pour développer une rhétorique pro-Kremlin. Par exemple, des agences de l'IRA ont créé 2 fausses pages Facebook. Ces 2 pages Facebook défendaient d'un côté le patriotisme, on va dire américain blanc, et de l'autre côté la culture musulmane. Et à un moment donné, elles se sont mises à organiser le même jour 2 événements, 2 manifestations à l'occasion de l'ouverture d'une bibliothèque dans un centre islamiste. Et en fait, les organisateurs de cette manifestation étaient à l'étranger, à Saint-Pétersbourg. C'est un peu comme inoculer des maladies auto-immunes. Hein. Il n'y a rien de plus efficace que quelque chose qui marche tout seul. Si vous avez le convoi des libertés qui frappe un pays au moment où il y a la guerre en Ukraine, si ce convoi avait réussi et que les différentes capitales en Europe étaient paralysées, on aurait moins vite réagi à la guerre en Ukraine. Donc l'idée, c'est de créer en fait du bruit dans les pays pour qu'ils s'occupent plus de leur scène intérieure que de la scène extérieure. La Russie a déjà été accusée d'avoir participé à ce genre de stratégie, mais au final, elle a toujours réfuté. Est-ce que finalement, on a des preuves de son implication ? Il y a eu ce qu'on appelle récemment les Kremlin Papers, qui révèlent une fuite de documents d'une réunion qui s'est produite en 2016 au Kremlin, à l'initiative de Vladimir Poutine, où il a rassemblé ses principaux ministres et ses services de renseignement. Officiellement, cette réunion était pour parler de la Moldavie, mais cette fuite, si elle est véridique, indiquerait qu'en fait il s'agissait de préparer l'ingérence dans l'élection américaine. Pour cela, il fallait agir sur l'environnement informationnel des États-Unis, c'est-à-dire manipuler l'opinion, diviser les citoyens américains et arriver à mettre Trump au pouvoir. Le 24 février 2022, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine, alors compte tenu de tout ce que vous venez de nous expliquer là, à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende sur les réseaux sociaux ? L'objectif du Kremlin, c'est à la fois de décrédibiliser les Ukrainiens, d'essayer d'utiliser ça au sein des différents pays pour dire aux populations, vos gouvernements s'occupent d'une guerre qui ne les concerne pas à votre détriment, et vous allez avoir de l'essence chère, vous allez avoir moins de blé, etc., etc. Donc vous auriez mieux fait de rester tranquille. Et puis après, même au-delà, donc sur les terrains comme l'Afrique, on peut avoir des informations qui seraient de type regardez, les puissances coloniales, dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, elles envahissent, elles font la guerre, elles découpent tout leur système monétaire. Donc défiance, pensez à un plan B. Ce que dit David Chavalarias ici est révélateur de la stratégie de certains pays comme la Russie ou la Chine. Depuis quelques années, il cherche à s'implanter activement en Afrique. Le continent est riche en ressources, sa population devrait doubler d'ici 2050 et une classe moyenne est en train de se consolider. Ces prémices d'une bonne croissance économique poussent la Russie à accroître son influence sur des pays comme le Mali.
où les forces françaises ont récemment été poussées vers la sortie. Sur place, la Russie veut s'imposer comme le libérateur face à l'impérialisme européen et n'hésite pas à user de son arsenal de propagande pour y arriver. D'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a remarqué quelque chose d'inhabituel. Sur la page Facebook de notre média, LN24, on a constaté un pic d'audience venant de l'Afrique. Il était accompagné de commentaires pro-russes, postés par des profils qui affirmaient venir de ces mêmes pays. Même s'il est compliqué de savoir s'il s'agit d'une intention délibérée de la part de la Russie, ce n'est probablement pas un hasard. Comme ils ont des opérations en Afrique subsaharienne, ils doivent avoir aussi des comptes des réseaux sociaux qui ont été créés là-bas. Il est raisonnable de penser qu'il y a à la fois une action dirigée par les troupes numériques de la Russie contre les médias pour discréditer en fait la confiance dans les institutions et la confiance dans les médias. Et de l'autre côté, il est aussi possible que dans un contexte de crise comme l'Ukraine, les personnes qui sont favorables nativement à la Russie, c'est pas un crime, on a le droit, enfin voilà, ou qui au contraire ont été un peu subi un lavage de cerveau par la propagande, s'activent d'elles-mêmes sans qu'on ait à leur demander quoi que ce soit. On voit que ce genre de stratégie est fortement utilisée du côté russe, mais est-ce qu'on peut vraiment affirmer que la Russie est le seul pays à employer ce genre de désinformation ? Tous les pays font ce genre de choses, mais pour la Russie, c'est peut-être celle qui a le moins de scrupules à agir sur ce terrain-là. Et pour elle, c'est une des armes qui a le meilleur rapport qualité-prix. Il y a deux types de propagande. Il y a une propagande qui vise à augmenter en fait le capital sympathie d'un pays, et une autre qui vise à faire imploser un pays de l'intérieur. Donc, il me semble que ce que font les puissances occidentales, c'est plutôt du côté du capital sympathie. Mais sans aucun doute, dans certains cas, ça va être des campagnes de dénigrement classiques, comme on peut voir en Russie. Bon, on l'a vu, la désinformation fait partie intégrante des stratégies d'influence internationales. Alors, quelles sont les pistes pour s'en prémunir en tant qu'utilisateur ? La première, c'est déjà de vérifier les informations, de retourner à la source, donc ça c'est vraiment la base. Il y en a une qui est, auquel on pense peut-être moins, c'est que les plateformes nous poussent à avoir plein d'amis différents. Le résultat de ça, c'est qu'en fait, on n'arrive plus à contrôler quel a été le type d'information qui passe dans nos flux d'actualité. Et puis, avant de relayer quelque chose, donc de réfléchir si effectivement on n'agit pas sous le coup de l'émotion. Parce que toutes ces campagnes de désinformation aussi, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles jouent beaucoup sur les images chocs, on va dire. Et donc, elles vous forcent à réagir de manière émotionnelle, là où si vous aviez pris 2 ou 3 minutes pour réfléchir, vous vous auriez dit non, ça me correspond pas, c'est pas vérifié, c'est peut-être trop violent, je vais pas le relayer. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de créer des émotions collectives qui vont après déboucher sur des actions très concrètes sur le terrain en termes de mouvements sociaux.